On continue cette matinale de géopolitique profonde avec une invitée que nos lecteurs, ceux qui sont abonnés à la revue mensuelle de géopolitique profonde, connaissent déjà, mais c'est sa première participation et je suis très content de pouvoir la recevoir. On va parler de sujets fortement intéressants sur des thématiques d'équipement militaire, de budget militaire. On va même parler plus précisément pour cette chronique-là du budget militaire de l'OTAN. Donc j'ai nommé Sophie Lefez. Bonjour Sophie, merci d'être sur cette matinale. Bonjour Raphaël, je suis aussi très contente d'être avec vous ce matin. Donc, Sophie Lefez, vous êtes donc politiste, économiste et docteur en sociologie des techniques, aujourd'hui chercheuse associée à l'IRIS, ce qui est l'Institut des relations internationales et stratégiques, ainsi qu'au Centre d'études des techniques, des connaissances et des pratiques de l'Université Paris 1. Et nous sommes extrêmement contents d'avoir pu publier vos articles. Le premier, comme je l'ai cité, étant sur le budget militaire de l'OTAN, que l'on va évoquer dans quelques instants. Et un second article qui fera l'objet d'une émission plus longue sur la course à l'high-tech, à la haute technologie. Donc, c'est les enjeux, un article en deux parties passionnant. Donc, on fera voilà, une émission spéciale. Nos spectateurs pourront voir bientôt ce sujet être développé. Donc, nous sommes dans une situation géopolitique extrêmement tendue et surtout en pleine transformation suite à l'élection de Donald Trump. On a la transformation, une sorte de révolution américaine qui décide aussi de changer ses visions stratégiques en se concentrant sur de nouveaux ennemis, ou en tout cas une menace chinoise. À ce titre-là, j'invite nos lecteurs à se jeter à nouveau sur les tout derniers numéros de la revue mensuelle où il y a l'excellent Sylvain Ferreira qui nous a produit deux articles qui nous permettent d'anticiper la transformation à venir à l'horizon 2030 de l'US Navy et de l'US Air Force. Et on a donc l'Europe de la guerre qui se prépare, ça a été annoncé. L'actualité de cette semaine le confirme encore plus avec Emmanuel Macron qui parle de son nouveau grand ami, le chancelier Merz. Donc avec ce couple, voire même le trouble, si on intègre les Anglais qui souhaitent préparer cet armement européen face à la menace existentielle russe. Et donc là rentre en jeu dans ces discussions le fameux sujet de l'OTAN et du budget militaire de l'OTAN, avec Donald Trump qui a demandé aux pays membres de l'OTAN d'augmenter drastiquement, ou en tout cas de respecter plutôt ce qui semble être des accords depuis un bon moment qui devaient être respectés, mettre 5% du PIB dans le budget de la défense. Donc on va pouvoir en parler. Donc première question, Sophie Lefebvre, afin de pouvoir parler donc de l'article qui est dans la revue de mars 2025. Qu'est-ce que l'on entend tout d'abord? Ça me semble important pour poser un cadre, savoir de quoi l'on parle. Qu'est-ce que l'on entend exactement quand on parle de budget militaire de l'OTAN? Qu'est-ce que ça implique concrètement avant de parler des montants et de la participation des pays? Alors, dans l'OTAN, il y a un budget militaire, il y a un budget civil qui est sur les frais de fonctionnement, il y a différents types de budgets, mais en fait, quand on parle de 2%, 5%, c'est la somme des budgets de défense accordés par chacun des pays membres de l'OTAN rapportés au PIB de chacun des pays membres de l'OTAN. Donc, on ne parle pas forcément de contributions volontaires faites par les pays dans un budget propre de l'OTAN. Voilà, donc ensuite, l'OTAN, effectivement, calcule, additionne à tous ces budgets de défense rapportés au PIB et avait fixé un objectif au départ, mais donc de 2%. On n'est pas encore sur les 5% officiels. Mais il ne s'agit pas de mettre beaucoup d'argent dans sa défense, en fait. Alors là aussi, c'est important de dire que c'est vraiment la part du budget par rapport au PIB, pas la part du budget de la défense par rapport au budget de l'État. Il y a quand même une différence là aussi. Voilà. Donc, quand on dit 2% du PIB, ça peut être 10% du budget de l'État. Donc, également, c'est une nuance à avoir. Donc, ensuite, l'OTAN fait une classification pour savoir à peu près dans quoi on dépense cet argent-là. Est-ce que c'est pour payer les salaires? Est-ce que c'est pour payer des infrastructures, des bâtiments, des bases, des pistes d'atterrissage? Est-ce que c'est pour mettre dans l'équipement? Est-ce que c'est pour mettre dans les opérations militaires? Parce que si on dépense beaucoup d'argent, mais en fait, le gros de cet argent, on le met dans les salaires et les retraites, ce qui est le cas de la Grèce, pour qui presque les trois quarts de son budget, c'est dans les salaires et dans les retraites, c'est pas tout à fait pareil que si on met trois quarts dans les équipements militaires. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une typologie en quatre plans au niveau de l'OTAN. Donc les personnels, l'infrastructure, l'équipement, c'est-à-dire l'achat et la R&D, et tout ce qui relève de l'opération, l'entretien des matériels et le reste. Hmm. Et là, en l'occurrence, on a Donald Trump qui demande aux différents pays d'augmenter leur budget de dépenses. Où en sommes-nous
actuellement, notamment pour le sujet français, par exemple, ou même on pourrait aussi parler donc des pays là qui décident de s'organiser à l'échelle européenne, ce qui annonce quand même des dépenses en plus. Qu'en est-il donc de cette participation au sein de l'OTAN pour la France, l'Allemagne ou encore même l'Angleterre? Alors en fait, ça fait un petit moment que Donald Trump, lors de son précédent mandat aussi, s'était plaint que les pays européens ne dépensaient pas suffisamment par rapport à la part du budget que met donc les États-Unis par rapport à l'OTAN. Et c'est vrai qu'il y a des gros décalages. Et donc déjà, dans un sommet de l'OTAN de 2006, les pays avaient juré la main sur le cœur qu'ils allaient accroître leurs dépenses à au moins 2% du PIB, ce qu'ils n'ont pas fait. Certains ont même baissé par rapport au PIB. Donc en 2014, au sommet de l'OTAN du Pays de Galles, les États ont signé cette fois-ci formellement un contrat pour dire qu'ils vont porter leur niveau de dépenses à 2%. Et effectivement, à ce moment-là, on avait, quand on regarde donc l'ensemble des pays de l'OTAN, États-Unis compris, on était à 2,6. Maintenant, quand on retirait les États-Unis et qu'on regardait le budget de défense rapporté au PIB de tous les autres pays, on était à 1,6. Donc il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Donc effectivement, les États-Unis étaient le plus gros contributeur. Et le sentiment était que les pays européens s'étaient dit, suite à la chute de l'Union soviétique, bon, bah, la menace a un peu disparu. Toutes les façons, en cas de problème, on a l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. On sait que les États-Unis sont contraints de venir parce qu'ils ont signé le traité, donc c'est peut-être pas la peine qu'on se fatigue de trop. Je ne saurais pas dire si c'est vrai ou pas, mais par contre, c'est quelque chose qui est très répandu comme type de croyance. Ce qui est vrai, c'est qu'on a réduit les effectifs, mais ça, on en parlera, je pense, un petit peu plus tard. Donc, dans tous les cas de figure, les États-Unis, eux, et donc Donald Trump notamment, avaient ce sentiment que, bon, on comptait un petit peu trop sur les États-Unis, que les États-Unis eux-mêmes n'ont pas d'intérêt particulier en Europe. Donc, Donald Trump l'a dit très souvent, le problème, c'est pas tellement l'Europe pour lui, c'est la Chine. Donc, il se dit, bah, pourquoi j'irai assurer la défense sur des choses qui ne me concernent pas directement. Donc, les cocos, vous êtes bien gentils, mais maintenant, vous allez un petit peu vous prendre en main. Et au sommet de l'OTAN de 2014, un des arguments qui a été répété, c'était déjà la Russie. La menace russe, donc il va falloir vous protéger parce que c'est à vos frontières, c'est pas aux frontières des États-Unis, donc c'est votre problème. Alors depuis cet engagement-là, donc formalisé cette fois-ci de 2014, il y a eu effectivement une hausse et aujourd'hui, sur les 32 pays de l'OTAN, il y en a 8 qui n'ont pas atteint les 2%. Donc ça fait un quart. Voilà, donc c'est beaucoup en fait comparé à avant, on était vraiment loin, comme je disais, 1,6 hormis les États-Unis, on était quand même assez loin. Quand on regarde là vraiment sur les toutes dernières années, les pays qui ont vraiment beaucoup dépensé, on a la Pologne, les pays baltes, la Roumanie, le Danemark, le Royaume-Uni. Donc on voit que hormis donc le Royaume-Uni qui est quand même très à l'ouest, ça reste pays d'Europe centrale, Europe de l'Est, pays frontaliers plus ou moins avec la Russie. Voilà. Donc on peut comprendre que ces pays-là croient à cette menace russe très fortement et ont augmenté leurs dépenses de défense en lien avec ça. Alors quand on regarde justement par rapport aux quatre parties dont j'avais parlé, la partie infra, proportionnellement parlant, ça ne peut pas la même chose. La partie opération, entretien, ça ne peut pas la même chose. C'est vraiment la part personnelle qui a beaucoup diminué. On était sur 10 ans, c'est passé en gros de 60% à en gros tiers. Donc ça fait quand même une grosse baisse. Et la partie équipement qui a donc augmenté proportionnellement. Et donc surtout ces toutes dernières années. Donc là aussi, si j'enlève les États-Unis, pour donner quelques chiffres, en 2015, on était à 3% donc, du budget de défense pour les équipements, qui est passé à 14% et c'est passé à 37%. Donc on a vraiment passé de 3 à 37%, donc vraiment beaucoup plus d'argent qui part dans l'équipement. Donc achat et R&D. Yeah.